La lanterne vacillait contre la fenêtre de la cabane, première lueur qu'Ethan Cole y voyait depuis 10 ans. Il mit pied à terre lentement, chaque muscle de son corps buriné tendu. Son Colt 45 pesait lourd à sa hanche. Ici, dans le territoire du Wyoming, à 40 milles de Cheyenne, les inconnus annonçaient toujours des ennuis, voleurs de bétail, usurpateurs de concessions ou pire. Mais lorsqu'il poussa la porte, ce qu'il vit glaça son sang. Une femme était assise dans le fauteuil de Clara, lisant le journal intime de celle-ci à la lueur d'une chandelle. Sa chevelure dorée tombait sur ses épaules comme un champ de blé dans le vent d'été. Les mêmes mains fines qui autrefois avaient effleuré son visage, la même courbe gracieuse du cou qui hantait ses rêves depuis une décennie. Clara. Le nom s'échappa de ses lèvres comme une prière. Elle leva les yeux, les mêmes prunelles brunes, mais un visage plus jeune, plus sauvage, vibrant de vie. « Je suis Elisa », murmura-t-elle, la sœur de Clara. La main d'Ethan se porta instinctivement à son arme. À cet instant, toutes les murailles soigneusement bâties autour de son cœur commencèrent à se fissurer. 10 années de solitude, 10 années de deuil fidèle, et voilà qu'un fantôme de chair se tenait dans le siège de sa femme défunte. Que faire quand le passé revient avec un autre visage, quand le désir et la culpabilité se heurtent dans la poitrine comme un coup de tonnerre? Avant que l'histoire interdite de l'Ouest américain n'aille plus loin, laissez un « j'aime » si vous êtes prêt pour un récit qui vous saisira le cœur, et dites en commentaire d'où vous nous regardez. Territoire du Wyoming, novembre 1887. Le vent tranchait les parois du canyon comme une lame, portant la promesse d'un hiver brutal qui avait déjà anéanti l'essor du bétail. Mais Ethan Cole ne sentait plus le froid depuis longtemps, le froid était son compagnon depuis 10 longues années. Il avait été un autre homme, jadis, avant que l'hiver de 77 n'emporte tout ce qui comptait. Les souvenirs le frappèrent comme l'âpreté d'un whisky brûlant. Clara Bennett avait 20 ans lorsqu'elle descendit pour la première fois du train de l'Union Pacifique à Cheyenne, pure aristocratie de Denver, robe de soie, boucle d'oreilles de perles et ce regard que portent les filles riches, comme si le monde leur devait quelque chose de beau. Sauf que Clara, elle, regarda Ethan Cole et y vit autre chose, pas le rancher aux mains calleuses et à la peau tannée par le soleil que tous voyaient, mais une promesse. « Tu ne parles pas beaucoup » avait-elle dit ce premier soir au bal de la ville, sa main gantée se posant légère comme une plume sur son bras. « Je n'ai pas grand-chose à dire aux gens de votre monde » avait-il répondu, fidèle à lui-même. Son rire avait tinté comme des clochettes d'argent dans une église où il n'aurait jamais été digne d'entrer. « C'est peut-être exactement pour ça que j'ai envie de t'entendre. » 2 mois plus tard, elle avait scandalisé la haute société de Denver en l'épousant, troquant la soie pour la toile, les salons de bal pour une cabane d'une seule pièce, les lustres de cristal pour la lumière d'une lampe à huile et l'infini du ciel du Wyoming. Pendant 2 années parfaites, elle avait été heureuse. Ethan le voyait, dans la façon dont elle fredonnait en cuisinant, elle préparait le petit déjeuner, courait à sa rencontre quand il revenait des pâturages, écrivait à sa jeune sœur Elisa des lettres pleines de joie et d'émerveillement pour cette vie simple qu'ils avaient construite ensemble. « Je ne savais pas qu'on pouvait être heureux dans un tel silence », lui avait-elle confié un soir, la tête posée sur son épaule tandis qu'il regardait le soleil couchant teindre les prairies d'or. Puis vint l'hiver qui brisa tout. La tempête frappa en janvier 1877, le thermomètre chutant à 40 degrés sous zéro. Pendant 6 semaines, le monde disparut sous une couverture de mort blanche. Clara attrapa une pneumonie à la 3e semaine, à la 6e, Ethan creusait sa tombe à main nue dans la terre gelée derrière leur cabane. Elle mourut en murmurant son nom, ses yeux fiévreux fixant quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Retour au présent, novembre 1887. À présent, sa sœur était là, dans leur maison, lisant les pensées les plus intimes de Clara. La ressemblance était si forte qu'elle lui serrait la poitrine, mais là où Clara avait été eau douce, cette jeune femme était feu sauvage. « Ah, comment m'as-tu trouvé » demanda-t-il enfin, rengainant son arme. Les lettres de Clara. Elisa se leva et il vit comment le froid de la frontière commençait déjà à la transformer, les traits doux de la vie citadine se durcissaient, devenant plus vrais, plus âpres. Là elle écrivait sur toi, sur cet endroit, sur son bonheur, le mot a un goût amer. Elle est morte ici, dans ce lit, appelant à l'aide que je ne pouvais lui donner. Elle a vécu ici d'abord. La voix d'Elisa portait une arête que Clara n'avait jamais eue. 2 années de vie, c'est plus que ce que beaucoup obtiennent. Dehors, le vent se leva, faisant claquer les volets, une tempête approchait, il le sentait dans ses os. Et avec la ville la plus proche à 40 milles, à travers un pays de canyons traîtres, cette fille, ce dangereux écho du passé allait rester la nuit, peut-être davantage. L'idée aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela,
en la regardant se déplacer avec une grâce inconsciente dans la cuisine de Clara, quelque chose, au fond de sa poitrine, commença à se réchauffer, pour la première fois depuis 10 ans, une lueur d'espoir, un espoir qui, Ethan Cole allait l'apprendre, pouvait être la chose la plus dangereuse qui soit. Les 3 semaines suivantes passèrent comme dans un rêve fiévreux. Elisa ne savait pas cuisiner pour sauver sa vie, elle brûlait le bacon, salait trop les haricots, transformait le café en un breuvage capable de décaper la peinture. Mais chaque matin, elle essayait. Elle ne savait pas mieux monter à cheval, la première fois qu'elle l'aida à vérifier le bétail, elle tomba 3 fois et faillit se faire piétiner par un taureau affolé. Pourtant, elle se relevait toujours, toujours. Clara avait été gracieuse dès le début, née pour la vie de frontière comme pour respirer, Elisa, elle, devait tout conquérir, gagnant chaque callosité, remportant chaque petite victoire par pure obstination. Et, que Dieu l'aide, Ethan se surprenait à la regarder, la façon dont elle mordait sa lèvre inférieure en se concentrant, comment elle repoussait d'un revers de main les mèches échappées, la ligne élégante de son cou lorsqu'elle renversait la tête en riant. Elle n'était rien comme Clara. Elle était tout comme Clara. Puis vint la nuit qui changea tout. Décembre. Le vent hurlait autour de la cabane comme une créature vivante, giflant les planches et faisant vibrer les volets. La nuit était si noire que les montagnes elles-mêmes semblaient avoir disparu. Ethan était parti à Cheyenne chercher des provisions, laissant Elisa seule une décision qu'il regretterait toute sa vie. Il sentit d'abord la fumée avant de voir quoi que ce soit, une odeur âcre de cheval épuisé, de sueur et de vêtements imprégnés de route. Son instinct lui cria aussitôt le danger. À travers la fenêtre, il aperçut 2 silhouettes. Des vagabonds, le genre d'hommes qui suivent les rails du chemin de fer ou les convois de bétail, vivant de rapines et de menaces. L'un bloquait la porte, l'autre s'avançait déjà dans la pièce. Elisa était acculée contre le mur. Dans ses mains tremblantes, le vieux fusil Winchester de Clara semblait presque trop lourd. « Du calme, ma jolie », lança l'intrus d'une voix grasse, saturée de whisky. « On cherche juste un toit pour la nuit, et peut-être un peu de compagnie. »« Sortez », répondit Elisa. Sa voix était ferme, mais Ethan voyait bien la peur dans la tension de son corps. « Tu sais seulement te servir de ce truc ?» ricana l'homme en avançant d'un pas. Ethan bougea alors, une ombre parmi les ombres, silencieux comme un loup de chasse. Des années à protéger son troupeau lui avaient appris l'art de frapper sans bruit, que la menace est 4 pattes ou qu'elle marche sur 2. Le premier homme ne l'entendit jamais venir, la lame d'Ethan trouva l'interstice entre 2 côtes avant qu'un cri ne s'échappe. Le second se retourna, juste à temps pour se retrouver face au canon du Colt. « Dehors », dit Ethan d'une voix basse qui n'appelait aucune discussion. « Maintenant ». Le survivant jeta un regard à son compagnon déjà immobile, puis disparut dans la nuit sans demander son reste. Le vent se referma derrière lui, emportant le vacarme des sabots dans l'obscurité. À l'intérieur, le silence retomba, lourd comme la neige qui s'amassait dehors. Elisa laissa tomber le fusil, il heurta le plancher dans un bruit sec. Elle chancela, le souffle court, les épaules secouées de frissons. Ethan fit un pas, la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Il sentit sous ses mains la tension de son corps, la fragilité dissimulée sous sa détermination. « C'est fini, tu es en sécurité », murmura-t-il en appuyant doucement la paume contre ses cheveux décoiffés. Elle releva vers lui ses grands yeux bruns, où la peur laissait déjà place à un mélange plus complexe: fatigue, soulagement, quelque chose d'inédit qu'il ne sut nommer. Dans la lueur vacillante du feu, un lien invisible se tissa, dense et irrévocable, comme si l'épreuve venait de sceller un destin commun. Le vent gémissait toujours autour de la cabane, mais à l'intérieur, le monde paraissait suspendu. Ethan sut alors qu'aucune tempête, ni dehors ni dans son cœur, ne serait plus jamais la même. Le silence après la tempête. Le vent de décembre s'était calmé, mais la cabane semblait encore vibrer d'un écho invisible. Ethan, debout sur le seuil, fixait la ligne sombre des collines. Derrière lui, la lampe jetait une lueur tremblante sur le portrait de Clara. Ce visage doux, cette lumière dans les yeux, lui rappelait tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il risquait de perdre à nouveau. La veille, il avait senti le monde basculer. Une proximité nouvelle, un geste, une respiration partagée. Leur regard s'était trouvé dans un silence plus parlant que n'importe quelle parole. Il avait senti le danger non pas celui d'un fusil ou d'un voleur, mais celui, plus profond, de l'attachement. Il s'était reculé, brusquement, le cœur lourd. « Non, je ne peux pas », avait-il murmuré, la voix brisée par la lutte intérieure. Le feu avait continué de crépiter, indifférent,
tandis qu'Elisa restait immobile, les yeux grands ouverts, blessée. Dans l'air flottait quelque chose de fragile, comme une feuille prête à se déchirer. Cette nuit-là, Ethan avait trouvé refuge dans l'obscurité de la grange. Le froid mordait ses mains, mais il préférait la morsure de l'hiver à celle des sentiments qu'il ne savait nommer. Il resta éveillé jusqu'à l'aube, ruminant chaque souvenir de Clara, chaque instant avec Elisa, prisonnier d'un passé qui refusait de s'éteindre et d'un présent qui réclamait sa place. Les 3 jours suivants furent une épreuve silencieuse. Ethan s'acharna au travail, il inspecta les clôtures, renforça les barrières, parcourut les pâturages jusqu'à l'épuisement, comme s'il pouvait, à force de sueur et de fatigue, étouffer le tumulte de son cœur. Elisa, de son côté, tentait de maintenir une routine. Elle préparait le café, cuisait les repas, mais leurs échanges se réduisaient à quelques phrases brèves. Leurs gestes trahissaient pourtant une tension qu'aucun mot ne pouvait apaiser. La cabane, jadis refuge, semblait rapetisser chaque jour, étouffée par un silence plus lourd que la neige. Au 4e matin, le vide laissa sa trace. Elisa n'était plus là. Pas de mots, pas d'explication, seulement l'empreinte légère de ses pas dans la neige devant la porte. Le cœur d'Ethan se serra lorsqu'il entendit au loin le grincement d'une charrette disparaître vers Cheyenne. Il resta longtemps sur le seuil, le portrait de Clara entre les mains. Était-ce ce souvenir qui l'avait retenu de commettre une faute, ou bien l'avait-il empêché de saisir la seule chance de retrouver la vie? Il n'aurait su le dire. Il n'attendit pas. 2 heures plus tard, il sellait son cheval et s'élançait vers la ville, le vent glacé lui fouettant le visage. La route vers Cheyenne était dure, semée de roches et de ravins, mais son esprit était déjà bien plus tourmenté que le chemin. Chaque pas de sa monture résonnait comme une question qu'il ne pouvait éluder. La gare, enfin. Bruit et tumulte de l'Ouest, acheteurs de bétail, voyageurs, familles en quête d'horizons nouveaux ou fuyant d'anciens cauchemars. Le sifflement d'une locomotive emplissait l'air d'un grondement métallique. Et puis il la vit. Elisa se tenait sur le quai, droite malgré le vent, vêtue de la même robe de laine verte qu'au jour de son arrivée. Sa silhouette, découpée sur la vapeur blanche du train pour Denver, avait la beauté sobre d'un tableau. Elle ne semblait ni fâchée ni résignée, simplement décidée, comme quelqu'un qui a choisi sa route. Ethan sentit son cœur se contracter. Il ne savait pas encore ce qu'il dirait, ni si elle accepterait de l'écouter. Il savait seulement qu'il ne la laisserait pas disparaître dans ce train sans tenter de dire ce qu'il avait eu si longtemps. Une simple robe de coton couleur crème, le chapeau à la main, les cheveux relevés à la hâte. Elle n'était pas partie. Ethan resta immobile un long moment, le souffle court, comme s'il venait d'apercevoir une vision. La gare bourdonnait du tumulte habituel, appels de conducteurs, cris de vendeurs, cliquetis de bagages. Pourtant, tout sembla s'effacer autour d'eux. Elisa leva les yeux, surprise, puis une ombre d'émotion passa sur son visage. « Je pensais que tu serais déjà loin, » dit-il enfin, la voix un peu rauque. « J'y ai pensé, » répondit-elle calmement. Mais chaque fois que le train s'approchait, je n'arrivais pas à monter. Alors j'ai attendu le suivant, et encore le suivant. Elle baissa les yeux vers le sol, comme si elle pesait chaque mot. Je ne savais pas si tu viendrais. Ethan fit un pas, puis un autre. Il sentit la poussière du voyage sur sa peau, la fatigue de la chevauchée, mais surtout le battement obstiné de son cœur. Je ne savais pas si j'en aurais le courage, avoua-t-il. Ils restèrent ainsi, à quelques pas l'un de l'autre, dans ce coin de gare où le monde entier semblait suspendu. Le vent d'été jouait avec les pans de la robe d'Elisa, soulevant un parfum de poussière et de rose. « J'ai cru que tu m'avais jugé, » murmura-t-elle. « Non. Je me jugeais moi-même, » répondit-il aussitôt. « Je t'ai repoussé parce que je croyais trahir un souvenir. Mais c'est toi qui m'as ramené à la vie, Elisa. Pas un fantôme. Toi. » Elle leva enfin les yeux. Dans leur éclat brun, Ethan vit à la fois la prudence et l'espoir. « Et si je pars encore ?» demanda-t-elle. « Alors je te suivrai » répondit-il sans hésiter. « Où que ce soit. Aussi loin qu'il faudra. » Un sourire imperceptible adoucit les traits d'Elisa. Elle fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à une respiration l'un de l'autre. La cloche du prochain départ retentit au loin, mais aucun des deux ne détourna le regard. Le vacarme de la gare reprit, mais pour Ethan, il n'y avait plus que cette présence devant lui, cette femme qui n'était ni un souvenir ni un rêve. Juste Elisa, bien réelle, et l'avenir qu'il pouvait encore choisir. Dans la chaleur étouffante de l'après-midi,
il tendit la main. Elle la prit. Et, pour la première fois depuis 10 ans, Ethan Cole sut qu'il avait enfin trouvé son chemin de retour vers la vie. Une simple robe de calicot bleu, d'un bleu si profond qu'il semblait absorber la lumière du ciel. Ethan la reconnut avant même de voir son visage, la robe aux minuscules boutons, celle que Clara portait le soir où ils avaient regardé le feu danser sur les murs de la cabane. Un souvenir qui lui serra le cœur. Elisa attendait le train pour l'est, mais ses yeux se tournaient vers l'ouest. Vers lui. Leurs regards se croisèrent au-dessus du tumulte de la gare, et le vacarme des wagons, des voyageurs et des vendeurs s'effaça d'un coup, comme si le monde retenait son souffle. Ethan s'avança lentement, chaque pas pesé comme s'il approchait un cheval farouche prêt à s'élancer au moindre mouvement. Tout autour, la vie continuait, des familles se retrouvaient dans les larmes et les rires, des amoureux se disaient adieu, des marchands criaient leur prix au-dessus des chariots de fret. Mais rien de tout cela n'existait plus pour lui. Il n'y avait qu'elle, debout à une vingtaine de pas, les yeux pleins d'un mélange d'espoir et de douleur. « Je croyais que tu étais déjà reparti pour Denver, » dit-il quand il fut assez proche pour distinguer les fines taches de rousseur sur son nez. « Je suis allé jusqu'à Boulder, » répondit-elle presque en chuchotant. Impossible d'aller plus loin. Pourquoi? Elle baissa les yeux sur ses mains. Des mains qui rappelaient celles de Clara, mais qui avaient changé, la peau plus ferme, marquée de petites callosités nées du travail au ranch. Parce que j'ai compris quelque chose dans ce train, reprit-elle. Clara ne m'écrivait pas seulement à propos de cet endroit. Elle écrivait sur toi. Sur l'homme qui la faisait rire d'un simple regard, qui lui avait appris à voir la beauté dans les choses simples, qu'il aimait assez pour préférer mourir plutôt que trahir sa mémoire. Le sifflet du train retentit, long et perçant, appelant les derniers passagers. Mais elle disait aussi autre chose, continua Elisa en relevant les yeux vers lui. Elle voulait que tu sois heureux. Vraiment heureux. Pas juste vivant dans le souvenir. Ethan sentit quelque chose se briser en lui, 10 années de murs intérieurs qui s'effondraient comme de la poussière sous un vent violent. Et Elisa, ne. Elle leva la main, l'arrêtant d'un geste doux mais ferme. Ne dis rien. Si tu veux que je monte dans ce train, je le ferai. Si tu veux que je retourne à Denver, que j'épouse Harold Pemberton, que je disparaisse de ta vie, je le ferai aussi. Elle fit un pas vers lui. À présent, il voyait dans ses yeux bruns de minuscules éclats d'or qui captaient la lumière du soleil couchant. Mais si tu veux que je rentre avec toi, si tu crois que Clara pourrait nous pardonner de choisir la vie plutôt que le souvenir. Le chef de train cria, dernier appel. Les voyageurs pressèrent le pas, des enfants couraient, un chien aboya quelque part. Tout s'effaçait pour Ethan. Il tendit la main. Elle la saisit, et sa paume était chaude, bien réelle, tout l'opposé d'un fantôme. Rentre avec moi, dit-il d'une voix éraillée par 10 ans d'émotion contenue. Rentre à la maison. Le train s'ébranla, crachant sa vapeur dans le ciel du soir, emportant vers l'est les rêves inachevés des autres voyageurs. Mais pas les leurs. Sur le chemin du retour, la prairie semblait sans fin. Le soleil déclinant étirait derrière eux des ombres immenses, comme deux promesses qui se rejoignent. Ils chevauchaient côte à côte, sans se fuir, sans se cacher. Pour la première fois depuis une décennie, Ethan ne regardait plus en arrière, il avançait vers un avenir qu'ils allaient bâtir ensemble, un avenir que Clara, il le savait au fond de lui, aurait béni.